Cécile Coulon, Une bête au paradis, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Sylvain Coher, Vaincre à Rome, publié aux éditions Actes Sud. Bérengère Cournut pour Deux pierres et d'os aux éditions du Tripode. Sono Giosuè Calasciura, il mio libro è Borgo Vecchio, l'ha tradotto Lise Chapuis, la casa editrice è Noir Sous Blanc Notabilia. Alexandra Kozelik a crié dans les ruines aux forges de Vulcain. Alexis Ragugno, j'ai écrit un roman qui s'appelle Opus 77 et qui a été publié aux éditions Viviane Ami. Perché mi piace. Pour raconter des histoires sans être interrompu. Pour mettre du souffle sur mes silences. Pour exister. Bombance. Zolotto, qui veut dire trésor. Les enfants. Arnaque en inuit, ça veut dire femme. Le bowling, la belote et quand même les chansons de boîte de nuit des années 90, quoi. Camaro, pour moi, c'est le mauvais goût, mais j'aime tellement Camaro, quoi. Mon côté breton, c'est de mettre du beurre sous les rillettes sur une tartine. J'adore regarder le Tour de France à la télé au mois de juillet. C'est William Scheller, mais c'est parce que moi j'adore William Scheller depuis que je suis enfant. J'adore et régulièrement quand je me marie en voiture de le faire écouter à certaines personnes, les gens sursautent un peu. Je trouve ça très beau, William Scheller. Il y a des chansons lyriques absolument somptueuses. Stephen King, écriture, mémoire d'un métier. Parce que dedans, il y avait les conseils pour apprendre à écrire. Sûrement La vie brève de Juan Carlos Onetti. Moby Dick de Melville. Et idéalement de Pierre, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui me travaille. Mais je dois bien admettre qu'en ce qui me concerne, je suis plutôt hors noce, mais il faut faire avec. Ma colère d'enfance. Le lieu où l'on se sent à sa place. Je ne sais pas si j'aurais aimé le composer, mais en tout cas, la chaconne de Bach au violon, pour violon seul, c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est vraiment, quand on écoute ce morceau-là, on touche le ciel. C'est d'avoir des cailloux dans mes poches et de les rouler dans mes mains. Dans les mots que j'utilise. J'avoue, c'est génial. Saint-Nectaire, je suis obligée de répondre Saint-Nectaire. Pourquoi avais-tu besoin d'enfermer tes personnages dans un lieu, une ferme, le paradis ? J'avais besoin de les enfermer et surtout de les enfermer dans un lieu qui, a priori, est pensé comme un lieu très ouvert. Quand on pense à une ferme, on pense aux champs, on pense aux prés, on pense aux étables, on pense à un horizon qui n'en finit pas, on pense au grand ciel bleu. Et là, tout d'un coup, cette ferme qui porte ce nom est un endroit, certes, très beau, mais c'est aussi un endroit dont on ne sort pas. Un endroit dont on ne peut pas sortir. Une fois qu'on y est, une fois qu'on y travaille, et si on fait partie de cette famille, il est quasiment impossible de quitter ce paradis. Et c'était pour moi évidemment très intéressant d'en faire une pièce de théâtre, c'est-à-dire de les mettre sur une scène qui est faite de lisier, de boue, de bois, de fientes de poule, et de dire, voilà, regardez, vous êtes sous le regard des lecteurs et vous ne pouvez pas vous échapper. Et je crois que dans mes livres, toutes les questions sont rassemblées en une seule, c'est comment les personnages, à quel point les personnages ressemblent physiquement, mentalement, moralement, à l'endroit, au climat, à la topographie des lieux qui les ont vus naître. Et je suis passionnée par ça, même si je trouve que parfois les réponses sont extrêmement violentes pour l'être humain. Qu'est-ce qu'il y a de toi dans Une bête au paradis, de toi, Cécile Coulon ? En fait, ces personnages, ce qu'il y a chez eux de moi, c'est la volonté absolue de faire des choses importantes, des choses solides qui vont durer et qui ne vont pas s'effriter. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, enfin, peut-être que ça a toujours été difficile, mais pour moi, dans ma génération, tout va tellement vite et tout est à disposition et tout est disponible et tout est changeant, mais à une vitesse. Et peut-être que ce livre aussi, il est écrit pour essayer de revenir à ça ou essayer de descendre du manège un petit peu. J'aime bien cette citation de Colette qui dit « Il faut, avec les mots de tout le monde, écrire comme personne ». Ouais, mais Colette, au niveau de la punchline, elle pose bien quand même. Hein. D'une certaine manière, je pense que l'idée, c'est par le style qu'on peut écrire comme personne. Apporter son souffle, apporter ses mots qui ne sont pas agencés de la même façon que chez les autres, apporter son vocabulaire, son lexique aussi. Moi, je suis passionnée par
par les différences de français qui existent d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Et j'ai pas envie que tout ça se noie dans un seul langage qui serait partagé par tous, par exemple. Après, vouloir écrire comme personne, c'est quand même le risque, c'est finalement d'écrire comme tout le monde, hein, si on pense à ça. Mais oui, il faut, de livre en livre, ça se fait doucement, ça se fait sur le temps long, c'est comme un marathon. Il faut trouver la place qui est la nôtre en littérature. Est-ce qu'on a besoin d'avoir vécu une aventure très difficile avec un homme qui nous a bien planté pour écrire une histoire comme ça? Est-ce qu'on a eu envie de tuer un homme à un moment donné aussi? J'adore cette question. Alors, pour répondre très sérieusement, je pense qu'il faut avoir quand même pris un petit coup derrière les oreilles dans sa vie pour écrire cette histoire-là. Ça, c'est certain, dans sa vie intime. On a tous eu envie, d'une manière ou d'une autre, de buter quelqu'un. Et heureusement, je pense que c'est très sain d'avoir une fois dans sa vie envie de tuer quelqu'un. Par contre, ça n'est pas du tout de le faire, hein, clairement. Mais ça sert aussi à ça, les livres. Ça sert à mettre des fantasmes un peu noirs, à les sortir de nous-mêmes pour être plus léger après. Donc, ne tuez personne, écrivez un livre. Voilà. Page 22, tu écris « Je m'appelle Abebe Bikila et je suis l'Afrique tout entière et l'Afrique tout entière s'envole avec moi. » Que représente ce coureur de légende éthiopien, Abebe Bikila, en 1960 ? En 1960, on est en pleine année de la décolonisation, c'est-à-dire que la plupart des pays d'Afrique retrouvent leur liberté. Et dans ce grand chaos, encore une fois, de contexte d'un côté de guerre froide, de décolonisation, il représente un rêve pour l'Afrique, c'est-à-dire de pouvoir se montrer comme un continent qui est capable aussi de produire des champions. Est-ce qu'on sait ce qu'un coureur peut ressentir quand il court 2 heures, 15 minutes et 16 secondes, les pieds nus ? Ah oui, on sait beaucoup de choses. À l'époque, on ne savait pas énormément. Aujourd'hui, on sait mieux. Ça a été refait après de nombreuses fois. L'anecdote par rapport à Abebe Bikila, c'est que finalement, ça a été vu comme un geste politique. C'est quasiment, en gros, on peut lire dans les éditoriaux du lendemain de la course que, en gros, un Africain n'a même pas besoin de chaussures pour gagner un marathon devant les athlètes du monde entier. Ou dans une autre presse, on va lire que les Africains n'ont pas les moyens d'avoir des chaussures pour courir. On trouve toutes ces aberrations-là après. On a voulu en faire un geste politique. Dans la réalité, c'est que Abebe Bikila avait une couche cornée très importante qui faisait que les chaussures étaient plutôt un handicap pour lui à ce moment-là. 4 ans après, à Tokyo, il aura des baskets et il arrivera encore à battre son record. Mais en 1960, il enlève au dernier moment ses chaussures alors que son coach lui conseillait de les garder parce que le parcours était un peu dangereux pour ses pieds. Et donc, il les enlève pour que ça ne soit pas un handicap pour lui. Et donc, on trouve pas mal de notes sur les commentaires des médecins sur ses pieds qui sont ébahis de voir une semelle de corne comme ça sur ses pieds d'un jeune type de 28 ans qui a été berger, qui a couru souvent sur des cailloux ou dans les chemins et qui, du coup, a un pied très, très, très résistant. Ce qui est étonnant, c'est que tu énonces une règle aussi au début du livre, c'est-à-dire que le temps de lecture sera aussi celui de la course, 2 heures, 15 minutes et 16 secondes pour le lecteur qui veut relever le défi. Alors, j'ai fait ce petit clin d'œil au lecteur à la fois comme une blague un peu, mais ce qui m'intéressait aussi dans cette idée-là, c'était du coup de sortir du côté biographique ou justement historique, c'est-à-dire de poser un principe de fiction, de poser un artifice littéraire en disant que finalement, ce qu'on allait chercher, c'était une sensation dans la lecture. Et cette idée-là, elle m'intéresse, c'est-à-dire j'ai un vieux rêve de roman en 3D, en fait, de pouvoir, au même titre qu'on est capable de frissonner dans un roman policier, est-ce qu'on peut ressentir à la lecture des sensations qui sont des sensations physiques? Donc, je me disais que demander au lecteur d'avoir une lecture un peu intense, rapide comme ça, à la fois, c'est peut-être lui demander beaucoup, mais ça participe du jeu, du contrat entre moi et lui. Est-ce qu'on est capable aussi d'avoir une performance dans la lecture? Sylvain, vous nous conseillez une lecture d'une durée idéale de 2 heures, 15 minutes et 16 secondes, le temps de la course d'Abebe Bikila. Sérieusement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a réussi cet exploit?
c'est pas grave de le lire en 5 jours ou en 12 jours. Voilà. Dans les retours de lecture que j'ai eu un libraire qui m'a dit l'avoir lu dans l'avion entre Rome et Paris, ce qui était quand même assez drôle en termes de mise en abîme pour ce livre. Et il se trouve que le trajet fait 2 heures. Et vu la fiche de lecture qu'il en a fait, je sais qu'il a tout lu. Donc, j'ai envie de le croire, en tout cas. De Pierre Edos, c'est un roman d'immersion dans l'Arctique, et plus précisément chez les Inuits. Et pour moi, ça vient au départ d'une rencontre avec des objets, enfin, qui sont les sculptures de Inuits qui sont en os ou en pierre tendre. Et comme je suis une femme, du coup, c'était pour moi plus naturel d'entrer dans le personnage d'une femme. Donc c'est comme ça qu'est né Uksoralik. Et puis il y a toute la vie de cette femme, mais aussi du groupe qui l'entoure, et toute la vie spirituelle qui est celle des Inuits, proche de l'animisme. Et pour moi, l'enjeu, c'était de raconter tout ça de la façon la plus naturelle possible, j'allais dire la plus inuite possible, tout en étant moi-même pas une femme inuite, comme vous pouvez le voir. Dès le début de ton roman, Uksoralik est coupée de sa famille. Elle va devoir totalement se réinventer. Oui, et justement, alors là, la question de la famille est réglée très brutalement, très rapidement. Elle est coupée de sa famille par la banquise qui se fracture. Mais j'allais dire, c'est quasiment comme une renaissance, dans le sens où, en fait, tout au long de sa vie, elle ne cessera de reconstituer d'autres groupes familiaux. Et ça, je dois dire que chez les Inuits, c'est qu'il y a toute forme de filiation possible. Ça va de la filiation biologique à la dévoration littérale, en passant par l'adoption. Enfin, je veux dire, en fait, il y a des formes de liens intergénérationnels et entre les personnages qui sont très fortes et très diverses, en fait, aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé travailler. Bérangère, sais-tu si dans la culture inuite contemporaine, la croyance de la réincarnation intrafamiliale est toujours d'actualité ? Auquel cas, je pense que les psychologues freudiens ont pas mal de potentiel là-bas, non ? C'est rigolo. Alors, l'avenir des psychologues freudiens là-bas, et ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on rebat complètement les cartes des liens familiaux. Et en fait, ces espèces d'interdits, de tabous qui sont les nôtres, sont très différents chez les Inuits, en fait. Le fait de vouloir épouser sa mère ou je sais pas quoi, ça a sans doute pas la même consonance là-bas. Qui sont alors vos 2 personnages, Mimo et Cristofaro? Sono due ex bambini, forse bambini non lo sono mai stati. Sono 2 amici per la pelle, amici di rapina, amici di disgrazia, perché entrambi vivono una condizione familiare di una famiglia che non c'è. Uno in maniera più sfortunata perché ha un rapporto con il padre assolutamente inesistente, estremo. Il padre ha così terrore della propria paternità che l'unico dialogo che ha con questo figlio Cristofaro è quello della violenza bruta, del pestaggio serale. Mimmo invece è in qualche modo quello che tiene unite le storie di questi racconti, perché è quello che cerca l'umanità residua non solo negli adulti, ma anche nei bambini e persino negli animali. Ce sont aussi 2 perdants magnifiques? Sì, sapevo qual era il materiale che avevo nelle mani, perché questi perdenti sono i protagonisti anche della mia storia professionale da giornalista, perché sono non questi, ma sono sempre stati perdenti, i protagonisti delle storie palermitane. Io ho fatto il giornalista a lungo a Palermo e questo quartiere lo conoscevo già molto bene. Era un quartiere dove si annidava la criminalità più all'ingrosso, insomma, gli scippatori, i ladri di borsa. Quindi era una realtà che già conoscevo molto bene. Solo fino a un certo punto, perché bambini e animali hanno ancora
come dire, quello stupore di essere al mondo che gli adulti hanno perso, che non hanno più. Questo è un romanzo anche di forte opposizione generazionale tra padri e figli, tra chi ancora coltiva una speranza per se stesso e per gli altri e chi invece di questa speranza ne ha fatto strage. Lise, comment avez-vous travaillé pour traduire la langue de Borgo Vecchio? Je me sens embarquée sur une espèce de flot comme ça, d'océan de mots, et ça me plaît infiniment. Moi, ce qui me plaît, c'est la langue dans la traduction. C'est de travailler, trafiquer avec les mots, et l'écriture de Josué me donne ce plaisir-là, parce que c'est à la fois une langue. Alors, il a parlé de langue orale, mais il faut pas croire que c'est une langue qui soit proche de la langue parlée. C'est une langue travaillée. Ensuite, c'est une langue qui parle de plusieurs langues à la fois, parce que c'est une langue italienne, mais c'est une langue qui est aussi comme farcie un petit peu de sicilien. Tout le monde est passé en Sicile, tout le monde y a laissé quelque chose, et tout le monde y a laissé des mots. Et ce qu'il y a de beau dans cette écriture, c'est que c'est une écriture qui porte tout ça. C'est le livre où j'ai énormément pleuré. Ho pianto tanto. Parce que la mort de Nana m'a fait pleurer des flots de larmes. Bonjour Josué. Je me demande, est-ce que vous n'avez pas un peu les oreilles qui sifflent? Parce que finalement, ça fait bientôt 9 mois qu'on parle de vous en défendant votre livre en librairie auprès de nos lecteurs. Et on a envie de nouveau, on en veut plus en fait, on en veut encore. Donc je pense qu'il serait temps de s'y mettre. Sì, io sto lavorando, strano ma vero. Ho già consegnato un romanzo al mio editore che è Sellerio a Palermo. Sto scrivendo un'altra cosa che mi è venuta sempre come se fosse una costola di quest'ultimo libro che ho fatto. Que voulais-tu crier dans les ruines justement avec ce premier roman? Je pense que je voulais aborder Tchernobyl sous un autre angle, montrer quelque chose d'autre, donc crier quelque chose qui n'avait pas eu lieu finalement. Léna, elle est en France, mais la nature a une place très importante dans sa vie. Même chose pour Ivan qui, lui, est resté en Ukraine. Est-ce que c'était important pour toi que la nature soit le lien entre ces deux êtres? Là, oui, c'était vraiment important pour moi. D'ailleurs, je pense que la nature a été le premier personnage du roman. Et j'ai tenté de la personnifier finalement. Et c'est vrai qu'au départ, c'est un refuge pour ces deux personnages-là. C'est-à-dire c'est un peu comme Adam et Ève finalement. C'est un certain Éden. Et la nature est là pour justement les choyer et puis et les aider. Et puis après, la catastrophe fait qu'elle n'est plus présente. C'est pas possible pour elle d'être présente. Et Léna retrouve finalement cette nature sauvage lorsqu'elle arrive du côté de Cherbourg, puisque la mère va pouvoir en fait finalement apaiser ses larmes, apaiser son chagrin. Je voudrais savoir à quel moment tu as eu envie de lier ton histoire personnelle et la grande histoire. Oui, alors je suis d'origine ukrainienne, tout à fait. Mes 4 grands-parents sont ukrainiens. Pour moi, ça a été une évidence finalement de parler de l'Ukraine dans mon premier roman, même si ce n'est pas mon histoire puisque je ne suis jamais allée en Ukraine, mais c'est l'histoire finalement, une histoire inventée et un prisme finalement pour me rapprocher de mes racines. En créant le personnage de Léna, qui arrive en France sans parler un mot de français, qui va devoir trouver un moyen de s'intégrer. Est-ce que tu as pensé justement à cette grand-mère ou à ces grand-mères qui ont dû, elles aussi, faire ce voyage-là et trouver un moyen de tirer un fil pour s'intégrer dans un pays qui n'était pas le leur? Oui, tout à fait. Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle me disait aussi qu'elle ne savait pas très bien qui elle était. Puisque quand elle était en France, on lui disait qu'elle était l'Ukrainienne, et quand elle retournait en Ukraine, on lui disait t'es la Française. Et je pense que pour une petite fille, de voir que sa grand-mère est quand même un pilier familial, de voir que sa propre grand-mère ne sait pas qui elle est, c'est assez déstabilisant. Puisqu'on se dit, mais si ma grand-mère ne sait pas qui elle est, qui je suis moi finalement?
Voilà, donc je crois que quand j'ai écrit ce passage où Léna finalement découvre un nouvel alphabet, une nouvelle culture, j'ai imaginé ma grand-mère effectivement face à un alphabet qui pour elle n'avait plus du tout, ne correspondait plus à rien. Alexandra, quel était votre jeu favori lorsque vous étiez petite fille? Alors, en fait, je n'ai pas de souvenir avant mes 9 ans. Alors peut-être après mes 9 ans, la corde à sauter. Opus 77, c'est le titre de ton livre. C'est aussi le nom d'un concerto pour piano et violon du compositeur russe Shostakovich. Comment il est entré dans ta vie? J'ai découvert la musique classique vers l'âge de 25 ans. Ça a été un choc, une ouverture absolument phénoménale. Et notamment ce concerto de Shostakovich. En fait, ce qui m'a énormément touché, c'était la beauté du concerto, mais aussi le fait que c'était très clairement une œuvre autobiographique. Shostakovich raconte son statut, sa position d'artiste dans une dictature qui est la dictature stalinienne. Et on a vraiment le sentiment, en écoutant ce concerto, que le violon cherche à résister et à exister dans la dictature exercée par les instruments de l'orchestre qui sont autour de lui. C'est un concerto qui est très chargé en basse et la partition de l'orchestre est très pompeuse. Et donc j'avais ce sentiment que ce concerto racontait une histoire. Allez savoir pourquoi, c'était une histoire qui m'a énormément touché, parce que sans habiter forcément dans une dictature, on est en France aujourd'hui dans une démocratie, on peut parfois dans sa vie avoir un sentiment d'enfermement. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Et donc, c'est là que j'ai vraiment senti que ce concerto avait une valeur totalement universelle. Et j'ai voulu parler de cette émotion que ce concerto avait provoquée en moi. Opus 77, c'est l'histoire d'une famille de grands musiciens, la famille Clessens. C'est une famille, puisque chacun des 4 personnages est musicien et de haut niveau. C'est une famille qui vit à la fois totalement pour et dans son art, et qui donc arrive à créer des émotions absolument magnifiques, arrive à partager des émotions extraordinaires, et en même temps, ce sont des personnages qui, on va dire, pour faire simple, qui n'arrivent pas à se dire « je t'aime » au sein de la famille. Et donc, ça crée des douleurs qu'ils arrivent à reproduire ou à exprimer sur scène avec leur instrument, mais qu'ils n'arrivent jamais à exprimer sous forme de mots. D'un côté, il y a Ariane, la pianiste. De l'autre, son frère David, violoniste. D'un côté, la lumière, de l'autre, l'ombre. Pourquoi? C'est vrai qu'Ariane a choisi le succès, c'est-à-dire elle a choisi de vivre en pleine lumière, mais elle s'est perdue dans ce succès-là. Alors que David, lui, quand il arrive au seuil du succès, il dit non, il fait un pas en arrière et il choisit de se réfugier dans le silence. Et lui aussi se perd dans le silence. Et finalement, la façon qu'ont le frère et la sœur de se trouver et d'arriver à se tenir debout, de continuer à vivre, c'est grâce à leur amour fraternel. Donc pour moi, cette histoire, c'était une histoire de musique et de famille, mais avant tout, une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Et je pense même parfois spontanément à Roméo et Juliette, dans le sens que c'est un amour entre 2 adolescents passionnés par la musique, mais leur passion fraternelle se confond totalement avec leur art. Alexis, votre narratrice, Ariane, est une rousse flamboyante. Je crois me souvenir que dans votre livre précédent, il y avait eu déjà question d'une rousse. Donc pourquoi cette fascination pour les rousses? Il faut que je dise une chose, je n'ai aucune fascination dans ma vie pour les rousses. Mais c'est vrai que les rousses reviennent très fréquemment dans mes romans. Et je ne pourrais pas vraiment expliquer pourquoi. J'ai fait beaucoup de rencontres en librairie ces derniers mois pour parler d'Opus 77. Et 2 ou 3 fois, il y avait une psy, c'était toujours une psy. 2 ou 3 fois, parmi les lecteurs qui étaient là, il y avait une psy et qui, à chaque fois, a noté la question des rousses. Je ne pouvais pas répondre. Et donc, ça a donné lieu à tout un tas de théories plus ou moins psychanalytiques, mais je ne pourrais pas beaucoup vous éclairer là-dessus. Voilà. En tout cas, dans la vie, je ne suis pas du tout fasciné par les rousses, en tout cas pas plus par les rousses que par les blondes ou les brunes. Une artiste contemporaine inuite qui s'appelle Elisapi Isaac et qui a écrit une très belle chanson, c'est assez rock, ça s'appelle Arnak. Arnak en inuit, ça veut dire femme. Et c'est une très belle chanson, un hommage à toutes les femmes autochtones qui disparaissent au Canada, malheureusement, et ailleurs.
Et c'est un très bel appel à la réconciliation en fait entre les hommes et les femmes, et elle s'adresse aux hommes en disant que c'est à eux aussi de prendre soin à la fois des femmes et de la société contemporaine autochtone. Kate Bush, Wuthering Heights, mais je ne la chanterai pas. Il vaut mieux pas. De toute manière, c'est très haut perché. Il pleut, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Et il y a un très beau mois, j'irai les casser, mais que je ne vais pas vous faire là en direct. C'è chi prende l'aeroplano perché andare vuole lontano. Chi vuole andare sereno prende invece il vecchio treno. Chi vuole andare vicino prende il vecchio calessino. Io per viaggiare ho il mio mezzo personale che è davvero originale. Io prendo il mondo. Cantare vola nel cielo dipinto di blu, poi mi fermo perché piove.